Après 10 ans d'instruction et 3 mois de procès, la justice va donc devoir trancher la question. Nicolas Sarkozy a-t-il noué avec Mouammar Kadhafi un pacte de corruption avant son élection à la présidentielle de 2007 en échange de contreparties en faveur du régime libyen? Nous allons y revenir dans ce débat doc après ce documentaire réalisé par Antoine Victine et nous allons le faire avec 3 journalistes qui ont assisté à ce procès sarko-libyen. Fabrice Arfi, pour commencer, bienvenue à vous. Fabrice Arfi, vous êtes co-responsable des enquêtes à Mediapart. Vous êtes à l'origine des premières révélations sur cette affaire Sarkozy-Kadhafi dès 2011, aux côtés de Karl Lasque, qui est un de vos confrères à Mediapart. Affaire à laquelle vous avez consacré un livre avec les compliments du guide, publié chez Fayard, puis une BD Sarkozy-Kadhafi, des billets et des bombes, publié cette fois chez Delcourt, et enfin, tout récemment, un film documentaire réalisé par Yannick Kerquat et intitulé « Personne n'y comprend rien ». 150 000 personnes se sont déplacées dans les salles pour voir ce documentaire. C'est extrêmement rare de voir autant de personnes se déplacer en salle pour voir un documentaire. Voilà ce qu'on peut dire de ce film. Il est encore temps de le voir. Personne n'y comprend rien. Pourquoi personne n'y comprend rien? Tout simplement parce que Nicolas Sarkozy, à un moment, avait dit « mais dans cette affaire, personne n'y comprend rien ». Vous avez relevé le challenge, en quelque sorte, avec ce titre concernant ce documentaire. Timothée Boutry est également avec nous, bienvenue. Vous êtes journaliste au service police-justice du quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. Vous avez assisté à l'essentiel de ce procès, c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Vincent Nouzille est enfin avec nous. Bienvenue à vous, Vincent Nouzille. Vous êtes journaliste d'investigation indépendant. Vous êtes le co-auteur avec Karl Lasque, qui a travaillé avec vous, donc, et Samir Chekvara, de ce livre, L'assassin qu'il fallait sauver au cœur de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Un ouvrage publié chez Robert Laffont, ouvrage dont vous avez écrit la préface, d'ailleurs, Fabrice Arfi. Et cet assassin qu'il fallait sauver, c'est Abdallah Senoussi, qui était le chef des renseignements libyens, beau-frère de Mouammar Kadhafi et surtout maître d'œuvre en 1989 d'un attentat dans l'avion DC-10 de la compagnie UTA qui provoquera la mort de 170 personnes, dont 54 Français. Il a été condamné par contumace en mars 1999, condamné à perpétuité. Il est aujourd'hui sous les écrous en Libye. D'ailleurs. Et il revient dans le cadre de cette affaire. On essaiera de comprendre pourquoi, d'ailleurs, tout à l'heure. Concernant il est vraiment au cœur de cette affaire Sarkozy. Le personnage de Senoussi est absolument central dans le pacte de corruption présumé qui a été traité dans ce procès. On va y revenir ensemble. Pour bien comprendre, après ce film, tout d'abord la chronologie de cette affaire. Juillet 2011, ce sont les premières révélations du site Mediapart. Nous sommes en juillet 2011, mais Mouammar Kadhafi trouvera la mort, lui, quelques mois plus tard, en octobre 2011. L'ouverture d'une enquête judiciaire a lieu en avril 2013. En mars 2018, c'est la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Le procès a duré de janvier au 8 avril 2025. Il a duré 3 mois et le verdict de ce procès est attendu en septembre prochain et pour être exact, le 25 septembre prochain. Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir noué avec le dictateur Mouammar Kadhafi un pacte de corruption avant son élection de 2007 en échange de contreparties en faveur du régime libyen. Et puis enfin, les protagonistes de cette affaire. On a essayé de simplifier au maximum les choses avec le camp Sarkozy tout d'abord. 4 principaux noms ressortent: Nicolas Sarkozy, l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant, l'ancien ministre Brice Hortefeux, l'ancien ministre Éric Woerth, les intermédiaires, Ziad Takieddine, Alexandre Djouri, on en dira forcément un mot à un moment dans notre échange, et puis enfin le camp Kadhafi avec Béchir Saleh, qui était l'argentier en réalité du régime libyen à l'époque, et Abdallah al-Senoussi, dont on vient de parler avec vous, Vincent Nouzille, qui était à la fois le chef de renseignement libyen et aussi le beau-frère de Mouammar Kadhafi. On a essayé de dire les choses le plus simplement possible sur une affaire extrêmement compliquée. Peut-être que pour commencer et pour bien comprendre, Fabrice Arfi, est-ce que tout a commencé concernant ce fameux pacte de corruption qui aurait eu lieu le 6 octobre 2005, autrement dit au moment où débute le documentaire que nous avons vu et au moment où Nicolas Sarkozy visite pour la première fois Mouammar Kadhafi en Libye?
Alors presque, du point de vue, presque. Du point de vue de l'accusation du parquet national financier, donc les procureurs qui représentent le ministère public dans l'ordre judiciaire, le pacte de corruption présumé s'est noué en réalité 5 jours plus tôt, le 1er octobre 2005, à Tripoli, dans un restaurant, au moment où le directeur de cabinet de l'époque de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, rencontre dans le dos de l'ambassade de France, sans garde du corps, sans traducteur, sans diplomate, le fameux Abdallah Senoussi, terroriste d'État, condamné, recherché par la France, en présence d'un personnage qui a été qualifié de toxique par l'accusation dans le dossier, à savoir le fameux intermédiaire Ziad Takieddine, que le PNF présente comme un agent de corruption. Et ce jour-là... PNF, Parquet national financier, bien sûr. Absolument. Et ce jour-là, se nouent, d'après l'accusation, les premières discussions dans la perspective d'un financement occulte de la campagne qui va avoir lieu 2 ans plus tard, avec ensuite des contreparties, puisque un pacte de corruption présumé, c'est la rencontre d'intérêts convergents, de l'argent qui va ici, et des contreparties en faveur du régime libyen qui va dans le sens inverse. 5 jours plus tard, il y a la visite de Nicolas Sarkozy à Tripoli, où il rencontre pour la première fois Mouammar Kadhafi. Et 2 mois plus tard, en décembre 2005, le ministre délégué aux collectivités territoriales françaises, un certain Brice Hortefeux, qui est un intime depuis l'adolescence de Nicolas Sarkozy, qui le présente d'ailleurs comme un frère, va à son tour se rendre à Tripoli dans un voyage que la diplomatie française a un peu eu du mal à comprendre, sauf que, une nouvelle fois, ce jour-là, Brice Hortefeux va rencontrer secrètement, dans le dos de l'ambassade, Abdallah Senoussi, avec Ziad Takieddine, exactement dans les mêmes circonstances que Claude Guéant. Les 2 hommes, Claude Guéant et Brice Hortefeux, disent qu'ils sont tombés dans un piège. Le problème, c'est qu'ils n'ont parlé de ce piège absolument à personne, pas même à leur ministre, pas même au service de renseignement, pas même à l'ambassade de France. Et ce qui, du point de vue de l'accusation, est important, c'est que dans les jours qui ont suivi ces rencontres secrètes à Tripoli, des flux financiers sont partis du régime libyen, des caisses publiques du régime libyen, pour atterrir sur une société offshore de l'intermédiaire de celui qui faisait le lien entre les équipes françaises et les équipes libyennes, à savoir Ziad Takieddine. Ça, c'est d'après l'accusation, le pacte de corruption qui, en soi, a été discuté et même consommé, puisque l'argent est parti. Évidemment, la défense de Nicolas Sarkozy dit qu'il n'en est absolument rien, avec des arguments qu'ils ont développés à l'audience. Le procès a permis de mettre en lumière la quantité d'éléments matériels qui justifient cette première accusation, d'autant qu'il est reproché à Nicolas Sarkozy, quand il est ensuite devenu président de la République, d'avoir favorisé les intérêts du régime Kadhafi, en accueillant avec un faste dont on se souvient tous, Mouammar Kadhafi en décembre 2007 à Paris, en tentant de faire sauter le mandat d'arrêt d'Abdallah Senoussi dans l'affaire du DC-10, en voulant vendre du nucléaire, par exemple, contre l'avis de la société française Areva au régime dictatorial de Mouammar Kadhafi. Ça fait partie du champ des contreparties qui est reproché à l'équipe Sarkozy. Et chronologiquement, hein, si on a bien compris, les faits reprochés aux 12 prévenus qui étaient dans ce procès portent sur la période 2005-2007, hein, pour l'essentiel. Alors oui, le pacte de corruption, c'est 2005-2006, et ensuite les contreparties, elles, c'est entre 2005 et jusqu'à au moins mai 2009, puisqu'en mai 2009, il y a une réunion à l'Élysée entre Claude Guéant, qui est le bras droit de Nicolas Sarkozy, Ziad Takieddine, qui a ses entrées au palais de l'Élysée, justement sur le sujet du mandat d'arrêt d'Abdallah Senoussi, le terroriste libyen. Alors justement, on y vient. Abdallah Senoussi, personnage clé, personne clé de ce procès. Il n'était pas présent dans le box des accusés. Il est incarcéré en Libye aujourd'hui. À propos des fameuses contreparties qui auraient émergé dans ce fameux pacte de corruption, du côté libyen, on attend quoi on en aurait attendu quoi de ce pacte de corruption, très clairement. Et concernant notamment Abdallah Senoussi. Abdallah Senoussi, il est dans une situation très particulière, puisqu'il a été condamné par un tribunal français en 1999 par défaut, hein, il n'était pas là. Il a un mandat d'arrêt international émis contre lui, donc la France le recherche. C'est un personnage infréquentable. Les services de renseignement français ont même dit à plusieurs reprises aux officiels français, qu'ils soient en Libye ou qui viennent en Libye, ne rencontrez pas Abdallah Senoussi. Or, évidemment, ces 2 rencontres suspectes en secret
d'une part de Claude Guéant, puis de Brice Hortefeux, à des moments clés, les 2 lieutenants de Nicolas Sarkozy, lesquels plaident un piège qui finalement a été assez démonté par l'audience, hein, parce que le piège ne tient pas. Si c'est un piège, on revient, on dit « je suis tombé dans un piège ». On prévient les services de renseignement ou son patron, et surtout on se prévient éventuellement entre eux. Et puis d'autre part, on va peut-être reprocher à celui qui vous a mis dans cette situation, en l'occurrence l'intermédiaire Ziad Takieddine, on va peut-être rompre en lui disant tu m'as mis dans la merde avec ces rendez-vous secrets, je ne peux plus te faire confiance. Or, les deux, que ce soit Guéant et Hortefeux, vont continuer d'entretenir des relations avec Takieddine. Et surtout, la principale demande émise par Abdallah Sennoussi, mais pas seulement par Abdallah Sennoussi, son beau-frère Mouammar Kadhafi en parle. Il en a parlé à Jacques Chirac en 2004, il en reparle à Nicolas Sarkozy en 2005, lors de cette venue dont on a vu des extraits dans le documentaire. Il demande que soit levée la condamnation de son beau-frère dans cette affaire du décélis. C'est comme un sparadrap qui lui colle depuis cette condamnation de 1999. Abdallah Sennoussi est considéré comme un criminel, comme un assassin, comme un terroriste en chef. Évidemment, il agissait à l'époque, en 88-89, au moment des grands attentats, celui du décélis du TA, et puis quelques mois avant, celui dit de Lockerbie, 270 morts au-dessus de l'Écosse. Donc c'est lui, c'est Sennoussi qui est responsable et qui est commanditaire, chef d'orchestre de cet attentat. Donc lui, il a été condamné par la France, il veut absolument pouvoir circuler librement sans avoir ce mandat d'arrêt. Et effectivement, il va y avoir des démarches entreprises par le camp Sarkozy pour tenter de voir comment régler cette situation de M. Sennoussi. Et c'est ça, c'est une des contreparties de ce présumé pacte de corruption. Alors, il y avait une audition qui était très attendue à l'occasion de ce procès, et pour cause, hein, c'est celle du commandant Vidal. Alors, le commandant Frédéric Vidal, c'est lui qui a mené cette enquête. On va rappeler tout de même que cette enquête comporte 300 procès-verbaux, 60 perquisitions, 500 scellés et 180 auditions. Elle a duré 10 ans, cette instruction. Qu'avez-vous retenu, finalement, vous, de cette audition de Frédéric Vidal à l'occasion de ce procès ? Déjà, elle était... Vous avez dit qu'elle était très attendue. En fait, elle était surprenante parce qu'elle n'était pas initialement programmée. En fait, Frédéric Vidal il a été cité comme témoin par la défense, par un avocat de la défense de ce procès. Alors, c'est très surprenant puisqu'on se doute bien qu'un directeur d'enquête, il va plutôt témoigner à charge puisque c'est ces investigations qui ont conduit au renvoi des prévenus devant le tribunal. Donc, voilà, grosse surprise. Il est arrivé en fin d'audience et en fait, Frédéric Vidal, c'est la mémoire vive de ce dossier. C'est vraiment lui qui l'a mené de bout en bout. Il travaille dans un service qui s'appelle l'OCLIF. C'est un service de la police judiciaire qui est spécialisé dans la corruption et les infractions fiscales et financières. Et il a commencé par une perquisition, et puis à partir de là, ça s'est enchaîné. Et pendant 10 ans, il a conduit un peu son odyssée, en fait. Et il a dû naviguer entre les comptes offshore, les auditions baroques en Libye avec des hommes en armes, dépouiller des comptes, faire quantité d'auditions, des auditions qui n'ont pas pu avoir lieu. Voilà, c'est aussi une enquête qui a duré longtemps parce qu'il y avait beaucoup de choses à l'étranger, beaucoup de commissions rogatoires internationales, c'est-à-dire que les juges demandent la coopération de pays étrangers, et la coopération qui n'a pas toujours été excellente, en fait. Et ce qui est frappant aussi, c'est que voilà, Frédéric Vidal, il a parlé 2 heures, sans notes, sans accroc, et par petites touches, en fait. Il a retracé les 10 ans d'instruction de manière très claire, en arrivant quasiment à citer tous les prévenus. Juste la présidente lui a dit « Ah, il y en a un que vous n'avez pas cité, c'est un tel », mais c'est vrai qu'à la fin, on se retrouvait avec un tableau, voilà. Alors, qui est le tableau de l'enquêteur. Hein. Voilà, Ce témoignage, il a pesé lourd, selon vous, disons que, dans ce procès ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est arrivé vraiment en toute fin de procès, et alors que les débats sur le pacte de corruption présumé étaient achevés. On avait basculé sur d'autres volets de cette histoire à tiroir. Et là, d'une certaine manière, il a replongé le tribunal, tous ses acteurs, les suiveurs que nous sommes, dans ce qui fait évidemment le cœur de cette audience, qui sont ces accusations du pacte de corruption. Ce qu'il y a d'intéressant avec le commandant Vidal, c'est que Nicolas Sarkozy,
n'a cessé de crier à la débauche de moyens pour le faire tomber dans cette affaire. Il dit on n'a jamais dépensé autant d'argent, c'est un scandale. Il a été très vindicatif vis-à-vis de la police, qui ne montre pas que celle pour un ancien ministre de l'Intérieur, parce qu'en 2014, dans une tribune au Figaro, Nicolas Sarkozy avait quand même comparé le service du commandant Vidal à la Stasi est-allemande. Et en fait, le commandant Vidal est l'incarnation du contraire de ce que dit Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas eu un seul policier détaché à temps plein pendant 10 ans sur cette affaire. Voilà. Le commandant Vidal a porté à bout de bras pendant 10 ans, sous l'autorité de juges d'instruction qui étaient les directeurs et directrices de l'enquête, cette affaire, mais ça n'était pas sa seule affaire au commandant Vidal. Donc en réalité, le témoignage du commandant Vidal, qui, avec une espèce d'économie de mots, mais une efficacité absolument redoutable, une sobriété très efficace dans ce qu'il racontait, et comme le disait Timothée à juste titre, c'est l'enquêteur, et on n'est pas là évidemment pour dire que les uns et les autres vont être condamnés, doivent être condamnés, mais ont permis de documenter la masse, j'ai envie de dire, dantesque de ce qu'a été les éléments, y compris matériels, qui ont été réunis par l'enquête. Il est la démonstration qu'en réalité, dans notre pays, on donne peu de moyens aux autorités répressives dans la lutte contre la délinquance en col blanc. On attendait aussi beaucoup, et c'est peu de le dire, des dépositions du côté de la défense et des prévenus qui étaient Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux, les 3 noms qui ressortent le plus du côté des prévenus. Vous avez assisté à ces auditions respectives. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces dépositions de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux, pour l'essentiel? Moi, j'ai retenu plusieurs choses qui m'ont marqué. La première, c'était que Nicolas Sarkozy se débattait comme un beau diable. Enfin, je veux dire c'est un tribun, il sait parler, il sait se défendre, il sait argumenter. Alors, il répète toujours un peu les mêmes éléments de langage, bien sûr, en disant je n'ai rien su, je n'ai rien vu, je ne suis pas au courant. Et vous ne trouverez jamais pas 1 euro, mais pas 1 centime libyen dans ma campagne. 9 janvier, à la barre. Je ne sais rien, je n'ai rien à me reprocher. C'est une revanche du clan Kadhafi. Voilà pour l'essentiel ce qui est ressorti. Alors ça, c'est les éléments de langage de Nicolas Sarkozy. À chaque fois qu'il a pu s'exprimer, il l'a fait de manière assez virulente, même sur ce thème-là. Le problème, c'est que, d'une part, ça ne tient pas toujours, il ne répond pas toujours aux questions qui lui sont posées, il répond parfois à côté. Si il est dit, on n'a jamais trouvé un centime d'argent libyen sur mes comptes à moi. Évidemment, ce n'est pas du tout ce qui lui est reproché. De la même façon, il dit, on ne va pas retrouver 1 centime d'argent libyen dans la campagne. Or, en réalité, les juges n'ont pas besoin de démontrer qu'il y a une source libyenne d'argent illicite dans la campagne. Il suffit de montrer qu'il y a de l'argent illicite, tout simplement, dans la campagne. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il s'est souvent défaussé, et ça, mes confrères peuvent en témoigner également, sur ces 2 principaux lieutenants, en parlant de fautes, d'erreurs, même parfois de naïveté. Concernant Claude Guéant, notamment. Alors, Claude Guéant, il faut bien reconnaître que il s'est défendu à la barre de manière très, très molle, d'abord parce qu'il était affaibli, parce qu'il est malade, mais aussi parce qu'on sent qu'il est noyé par les propos de son ancien patron, qui le charge. On a l'impression que c'était un peu le parrain et les lieutenants qui étaient obligés de prendre les coups. Vous avez eu le même sentiment? Je dirais qu'il est un peu... c'est très embêtant, les rendez-vous avec Abdallah Senoussi, Fabrice l'a dit. C'est quand même ça le cœur du sujet, ces rendez-vous de Claude Guéant, puis de Brice Hortefeux, parce qu'il est totalement infréquentable. Alors, Claude Guéant, il a expliqué la thèse du guet-apens, du piège, et avouons-le, il a été très peu convaincant. Voilà, son audition, c'était... Alors, Vincent Nouzy l'a dit, il était affaibli, mais c'était un peu un naufrage. Et la présidente, elle est très fine, Nathalie Gavarino. C'est vraiment une très bonne magistrate, c'est elle qui avait présidé le premier procès de François Fillon. Et on l'a retrouvée, en fait, minutieuse. Elle en fait pas des tonnes, elle va directement sur les faits. Et là, Claude Guéant, elle lui a posé plusieurs fois, mais alors, vous vous retrouvez dans la voiture et vous savez pas qui vous allez voir. Ah non, je sais pas. Mais vous discutez de quoi pendant les 20 minutes? De choses et d'autres. Et quand vous arrivez, ah bah oui, là je me rends compte que... Et puis vous décidez pas de partir, bah non. Vous n'avez pas pensé que on aurait pu vous prendre en photo, on aurait pu vous faire chanter, on est en Libye. Ah bah non, et après vous en parlez à personne. En fait, voilà, vraiment une instruction très précise à l'audience, et donc qui a vraiment mis en difficulté Claude Guéant. Brice Hortefeux, c'était un peu pareil, parce que lui aussi dit qu'il est tombé dans un traquenard avec le même Ziad Takedine. Et pareil, les précisions, c'était... en fait, il a une réception donnée en son honneur à la fin de sa visite, et
d'un seul coup, il est extrait et il se retrouve avec Ziad Takieddine. Et là, ils vont au domicile d'Abdallah Senussi. Et pareil, il dit bah non, je ne savais pas qui j'allais voir et pourquoi. Donc là, effectivement, c'était difficile comme point de vue. Alors Nicolas Sarkozy, il dit erreur, faute, mais il ne les lâche pas non plus totalement. Enfin, il est dans une espèce de... Je pense qu'il va au maximum de ce qu'il peut dire par rapport à ces personnes-là, pour lesquelles il a encore... Enfin, dont il est très proche aussi. Donc, il n'a pas non plus envie de les enfoncer. Donc, il va dire erreur, faute, naïveté. Et à un moment, il va dire... on lui dit, mais est-ce que ça vous paraît crédible? Il dit, je les crois. Enfin, voilà, c'est une espèce de formule un peu alambiquée. Sur cette idée énoncée par Nicolas Sarkozy, selon laquelle ça serait une revanche du clan de Mouammar Kadhafi. Là, pour le coup, vous dites sur un plan chronologique... Pour moi, le procès a matériellement battu en brèche cet argument qui est l'argument numéro 1 de Nicolas Sarkozy. L'argument de Nicolas Sarkozy, c'est de dire de toute façon, cette affaire n'est qu'une fabrication de kadhafistes revanchards parce que j'étais celui qui, au sein de la communauté internationale, a été le leader de la coalition armée qui va faire tomber le régime Kadhafi en 2011. Pourquoi je dis que je pense que le tribunal a battu en brèche, en tout cas les audiences ont battu en brèche cet argument? D'abord parce que Claude Guéant et Brice Hortefeux ont dit à la barre du tribunal, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait pendant l'instruction, que oui, les Libyens ont versé de l'argent à Takieddine en 2006 en pensant financer la campagne. Mais donc, si les Libyens ont versé de l'argent en pensant financer la campagne en 2006, que Takieddine ait gardé tout l'argent ou pas, peu importe, ils sont parfaitement de bonne foi et légitimes en 2011 à dire qu'ils ont versé de l'argent pour financer la campagne. Donc, ceux qui démonétisent l'argument de Nicolas Sarkozy, c'est l'équipe Sarkozy elle-même. Mais il y a un deuxième élément, et celui-là, c'est une preuve que le PNF, le parquet national financier, a qualifié de fondamentale et déterminante, un élément matériel qui sont des carnets manuscrits rédigés par l'ancien Premier ministre libyen qui s'appelle Choukri Ghanem. Cet homme, entre 2006 et 2011, tous les jours, il consignait, comme un journal intime, sa vie de dignitaire libyen à la main. Les carnets ont été retrouvés par la police hollandaise, fournis à la justice norvégienne, tout à fait dans une autre affaire, et finalement ont été, après leur authentification... On a retrouvé le corps de cet homme. Alors cet homme est mort en avril. Voilà, cet homme est mort dans le Danube en avril 2012 dans des circonstances étranges. Or, qu'est-ce qu'il y a dans les carnets de Choukri Ghanem? À la date du 29 avril 2007, il consigne précisément des versements, des montants, des canaux utilisés par le régime libyen dans la perspective du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Mais si en 2007, un dignitaire libyen consigne des versements pour la campagne, il ne peut pas prévoir que 4 ans plus tard, il y aura la guerre. Donc c'est la preuve matérielle que l'idée selon laquelle cette histoire ne serait qu'une forgerie de kadhafistes revanchards est tombée à l'audience. Alors venons-en aux réquisitions du parquet national financier concernant les principaux prévenus dans cette affaire. Nicolas Sarkozy, 7 ans de prison, 300 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Claude Guéant, 6 ans de prison, 100 000 € d'amende. La saisie d'un appartement qui aurait été financé par l'argent libyen et 5 ans d'inéligibilité. Et puis enfin, Brice Hortefeux, 3 ans de prison, 150 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Quant à la défense, elle a plaidé la relaxe. Vincent Nouzy, quelles sont vos observations concernant ces réquisitions du parquet national financier et ce qu'a été la plaidoirie de la défense? La relaxe est demandée par la défense sur la base d'indices ni précis ni concordants selon eux. En gros, un dossier qui serait totalement vide, une fabrication totale du parquet national financier. Tout ça était assez prévisible. Ce qui était peut-être un peu moins prévisible, c'est la hauteur des réquisitions du parquet national financier. Les 3 procureurs qui pendant 3 jours se sont succédés frappé tous les observateurs. Ont succédé parce que c'est 7 ans pour un ancien président de la République, c'est quand même du jamais vu. C'est historique, ça n'a jamais existé. C'est les peines les plus lourdes qui aient été requises contre des élus de la nation au plus haut niveau dans l'histoire de la Ve République. Donc, on est dans des réquisitions qui sont historiques. Est-ce que les juges vont suivre ou pas cette réquisition? Le débat reste entier jusqu'au 25 septembre à 10h précisément, heure et date à laquelle le tribunal rendra son jugement, qui fera certainement l'objet d'appel, quel que soit le résultat. Mais on a vécu des réquisitions absolument historiques pour un pacte de corruption qui est présenté par les procureurs comme étant
extrêmement grave. Alors on a dit, et ça a été dit dans ce documentaire, il y a un chiffre qui a été avancé dans ce film d'ailleurs, c'est 50 millions d'euros. Ce serait le montant sur lequel porte ce fameux pacte. Or, c'est un petit peu ce qu'a mis en avant la défense. Il n'y a aucune trace en réalité de ces 50 millions d'euros. Alors vous allez répondre, hein, Fabrice Serfi. Voilà, ça, est-ce que ce n'est pas le point faible hein, du côté... Il y a eu plusieurs sommes qui ont été avancées par différents dignitaires libyens à différentes sources, à différentes périodes. L'important n'est peut-être pas exactement le montant exact qui avait été présenté au début comme étant 50 millions d'euros. Ce qui a été établi par l'enquête au bout de 12 ans d'instruction, je parle sous le contrôle de mes confrères, c'est qu'il y a des sommes d'argent, plusieurs millions d'euros, qui ont été effectivement versées par différents canaux aux proches de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est établi de manière formelle. Alors, il peut dire... les intermédiaires ont tout pris pour eux, il n'y en a rien eu, mais il reste des sommes, soit en espèces, soit des virements, qui restent extrêmement suspects parce qu'ils coïncident avec les dates de la campagne et ils coïncident avec les besoins financiers. Ceux-là ont été tracés. Hein, oui, en fait, ce que disent les juges d'instruction dans leur rapport de synthèse après 10 ans d'enquête, ils disent on n'a pas une photographie globale de ce qui a été versé. Ça a été dit tout à l'heure, faute d'une coopération internationale parfaitement effective, des embûches qui ont été données dans l'enquête, mais on a pu tout de même identifier des paiements et des contreparties. Donc, ce que disent les enquêteurs, c'est que la photographie du procès n'est pas la photographie totale de ce qui s'est peut-être passé, mais il y a quand même de quoi, et ça se chiffre en millions d'euros, discuter. Les 50 millions d'euros dont il est question, c'est pas ce qui a été versé, c'est la promesse. C'est ce à quoi le régime Kadhafi était prêt à s'engager dans la perspective de l'élection présidentielle. Ça ne veut pas dire que l'intégralité a été effectivement versée. Par rapport à tout ça, et ce que vous posiez comme question tout à l'heure, ce qui est très significatif quand on sort de ce procès des 3 mois d'audience, je trouve, vis-à-vis d'un côté des explications qui sont d'une invraisemblance qui confine parfois à l'irrationalité d'un Claude Guéant, d'un Brice Hortefeux. Nous avons eu un Nicolas Sarkozy par rapport au poids du soupçon, qui est une gravité en effet terrible, infamante pour un ancien président de la République. En fait, on a un Nicolas Sarkozy qui nous a expliqué qu'il a été le ministre de l'Intérieur le moins bien informé de France et le président de la République le plus mal entouré de l'histoire politique française. Au final, c'est ça qui nous est raconté. Alors, est-ce que ça va suffire pour l'extraire du dossier, ou est-ce que, comme le PNF, le Parquet national financier, l'a requis, en fait, ils sont tous liés les uns les autres, d'une certaine manière, ils sont encordés, et c'est un peu comme à la montagne, s'il y en a un qui dévisse, ils dévissent tous. C'est ça l'enjeu de ce qui va être le délibéré du tribunal de Paris et du jugement qui sera rendu donc fin septembre. Peut-être je voulais revenir sur le mot de la fin. La séquence réquisition-défense. Bien sûr. Vincent Neuzy dit qu'on a été surpris. Alors, pas totalement, moi je dirais, par ces peines, parce que déjà, c'est un réquisitoire en 3 jours. Donc le premier jour, il y a une très violente charge du parquet national financier, décrivant Nicolas Sarkozy comme un être cupide qui a sacrifié la probité pour assouvir ses ambitions personnelles. Donc on est parti très haut. Et alors, on parle d'une infraction qui est punie de 10 ans de prison. Et si on considère que ce pacte de corruption a lieu comme l'accusation l'estime, alors on est dans le haut du spectre, puisqu'on est sur le financement illicite d'une campagne électorale pour la magistrature suprême de la part d'un responsable politique de premier plan. Donc c'est normal qu'on aille sur une échelle haute en fait des réquisitions. Donc voilà, après on va voir quel sera le raisonnement probatoire des juges par rapport à ces accusations. Et quand même la défense aussi, oui, Nicolas Sarkozy dit voilà, on a lasérisé ma campagne, c'est son expression. On n'a pas trouvé l'argent. Il faut aussi dire que par rapport aux rencontres, vous avez parlé de la rencontre du 6 octobre, l'accusation dit alors là. On considère qu'il n'y a pas eu de face-à-face direct, sans interprète, entre Mouammar Kadhafi et Nicolas Sarkozy. Ça, la défense de Nicolas Sarkozy souligne en disant, voilà, cet élément-là, l'accusation ne le retient plus, et que les montants sont différents. Il y a plein de millions, 50 millions, 6 millions, 8 millions. Donc ça aussi, ce sont des arguments qui sont soulignés par la défense pour dire, regardez, on ne sait même pas de quel argent, quelle devise, comment ils sont arrivés. Donc voilà, il y a aussi, évidemment, des éléments qui ont été portés
porté par la défense, et c'est normal dans le cadre du procès pénal. Voilà, donc maintenant, c'est au juge de trancher tout ça. Ça sera le mot de la fin. On serait resté bien plus longtemps avec vous, pour être honnête, pour revenir sur ce qu'a été ce procès. Verdict attendu le 25 septembre prochain. C'est la date annoncée, en tout cas à ce stade. Un grand merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc après ce documentaire d'Antoine Victine. Grand merci aussi à Félicité Gavalda pour son travail spécifiquement sur cette émission. Merci aussi à Yasmine Benaïssa qui m'a aidé comme à l'accoutumée à préparer également cette émission. Vos réactions, #DébatDoc. Nos invités pourront réagir d'ailleurs à ce que sont vos réactions. Et je vous donne tout simplement rendez-vous pour un prochain débat doc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.